Et bienvenue à tous. À la une de ce journal, vive polémique et vent de protestation après le mouvement lancé par des artistes camerounais pour appeler à la fin du conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des voix s'élèvent pour dénoncer un effet de suivisme après la forte mobilisation des artistes nigérians positionnés en faveur du peuple. À suivre donc dans ce journal quelques réactions des artistes qui fait le tollé sur les réseaux sociaux. Hors de nos frontières, à une semaine du scrutin présidentiel, la Côte d'Ivoire est sur le qui-vive entre ceux qui prennent le boycott de l'opposition et ceux qui s'activent pour la réélection d'Alassane Ouattara. Nos envoyés spéciaux présentent les enjeux au cœur de ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Des risques réels d'effondrement et de glissement de terrain sont perceptibles sur la falaise de Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le constat est fait par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngannou Messi, prescrit en urgence des études de diagnostic afin de trouver des solutions appropriées à cette situation. Le ministre des Travaux publics redoute qu'un incident puisse se produire et interrompre la circulation sur cette voie qui relie le département du Mungo aux régions de l'Ouest et du Nord-Ouest Cameroun. Le reportage de Marcelin Gansop et Élisée Borba. 3 points critiques, pas moins, identifiés à la falaise de Sangchou. De quoi faire paniquer tous ceux qui empruntent cet axe stratégique qui relie Melong à Bafoussam en passant par Tchang et qui permet également de desservir le nord-ouest. Du fait de la forte pluviométrie, plusieurs pans de cette falaise menacent de céder. Le constat fait froid au dos. Pour cette zone, il est tout simplement question de rétablir les écoulements des eaux. En fait, c'est une situation qu'on aurait dû anticiper depuis, mais la forte saison de pluie a fait que nous ne pouvons pas tenir. Il est question de rétablir l'écoulement des eaux et de prévoir la reconstitution de la chaussée à cet endroit. Les experts l'appellent point critique. C'est à coup sur l'un des endroits les plus dangereux de cette falaise de Sangchou. Cette descente du ministre des Travaux publics a pour but de diagnostiquer réellement les différents risques qui s'imposent sur cette falaise. La menace est telle qu'il faut effectivement agir dans l'urgence. Si pour l'instant, les usagers vont et viennent dans un sens comme dans l'autre, sans aucun problème, il importe néanmoins d'anticiper sur d'éventuels éboulements qui pourraient alors couper cette voie en deux, comme cela a déjà été le cas par le passé. La problématique aujourd'hui, c'est de rechercher les causes de ces différents dégâts et de prescrire les solutions pour pouvoir le faire. L'entreprise est mobilisée sur place et ramasse les gravats qui arrivent sur la route, mais compte tenu du risque que ces dégâts portent sur la route, il est important de mettre une étude appropriée afin de définir les solutions idoines qui permettent de résoudre de façon durable la problématique. Pour le moment, le risque n'est pas aussi très grave dès lors que les eaux ont été maîtrisées. Parce que lorsque nous étions ici il y a 2 mois, la situation était beaucoup plus préoccupante. Donc nous avons le temps quand même pour mener une étude sérieuse et voir avec quelle entreprise y aller. Une entreprise est déjà mobilisée sur le terrain. Mais le ministre des Travaux publics ne ferme pas la porte à d'autres expertises. Des études doivent être menées dans l'immédiat afin que des solutions appropriées soient envisagées. Ce que nous voyons là, ce n'est pas de l'approximation qu'il faut faire. Et il ne faut pas faire aujourd'hui pour que demain on recommence. On ne va pas prendre le risque d'essayer de faire. Non. Si la route se coupe, ça va être autrement extrêmement grave. Nous avons une entreprise qui est contractualisée sur l'itinéraire. Mais ces prestations supplémentaires n'étaient pas dans son contrat. Il est question maintenant de valider sa capacité technique d'agir pour pouvoir voir si nous faisons avec elle ou bien une nouvelle entreprise qui a l'expertise particulière de ces travaux. La falaise de Sangchou a déjà animé à maintes reprises la rubrique des faits divers avec son lot d'accidents et leur cortège de malheurs. Si rien n'est fait dans l'urgence, il n'est pas exclu qu'un autre incident malheureux s'y produise. Le ministre des Travaux publics l'a compris et veut anticiper sur un éventuel péril. C'est un jeu qui vaut la chandelle. Et toujours dans ce chapitre consacré aux infrastructures routières, non loin de Sangchou, du côté de Galim, les activités économiques, notamment les transports et l'agriculture, se portent mal. La route qui dessert cette localité jusqu'au nord-ouest est dans un piteux état. À bout de souffle, les populations interpellent les pouvoirs publics. Raphaël Seko et Xavier Foucault.
Quartier Maloum, c'est dans le groupement Bati. Nous sommes dans l'arrondissement de Galim à l'ouest de Cameroun. Une localité à fort potentiel agricole et pourtant, l'accès à cette localité est presque impossible à cause de l'état de la route. Les agriculteurs grincent les dents. Nous vivons le calvaire. Toutes nos cultures sont donc restées au champ. Il n'y a pas la possibilité, ni le maraîcher, ni les vifs frais. C'est calé. Nos maïs sont calés au champ. Nous n'arrivons pas à transporter le maïs. Les engins sont gâtés tous à cause de la route. Comme solution, ces derniers sont contraints d'aménager des espaces dans leurs plantations pour conserver leurs produits. Une solution qui ne va pas sans conséquences. Quand nous construisons les clips dans les champs, les malfrats viennent voler nos cultures. À quelques kilomètres de là, toujours à Galim, le calvaire est le même pour ces transporteurs sur cette route qui relie cette localité au Ngok et Tundia dans le nord-ouest. Donc vous avez les trous devant. Il leur faut plusieurs jours de travail ardu pour espérer avancer dans ce bourbier. C'est 4 jours. C'est 4 jours qu'on est en route. En train de souffler en route comme ça. 50 camions qui étaient ici, les cargos là et les 1900 là. Ils ont fait 3 jours ici, ils sont rentrés comme ça pour aller débrouiller. De l'autre côté. Ils vont aller creuser. Ouais, ils sont aussi en train de creuser. Comme ils ont parti depuis le matin. Vous avez vu comment on est en train de travailler comme ça parce qu'il n'aime pas la pluie. La pluie comme ça, c'est mal coupé parti. Encore pour 2 jours encore. Les pauvres agriculteurs lancent un autre appel à l'aide. Le comité de développement de Bati a même plaidé en donnant une lettre chez le maire de l'arrondissement de Galim. Il n'a pas eu toujours à respecter ce qui nous est promis. Nous plaidons à la commune de Galim de nous aider puisque nous n'avons pas les possibilités. L'impact de ces routes sur l'économie locale et même nationale reste important. En attendant une éventuelle intervention, les populations se meurent dans ces bourbiers. Au moins 30 sont déjà rentrés. Et vous l'avez vu, l'enclavement des principaux bassins agricoles dans la région de l'Ouest Cameroun plombe l'essor de plusieurs localités. Le mauvais état des routes constitue un calvaire pour les producteurs et commerçants qui peinent à écouler leurs produits vers le centre-ville. Et un projet de désenclavement des zones rurales censé être livré en 2018 peine à prendre corps. L'on est encore à la phase de démarrage des travaux de ces routes qui devront donc relier le département de Dundé, la Menoie et des Bamboutos. Des précisions avec Leclerc Saken. Censée être livrée depuis 2018, cette desserte est l'une des principales que comprend le projet de désenclavement du bassin agricole de la région de l'Ouest Cameroun. Long de plus de 110 km, cette voie de communication qui relie les départements des Bamboutos, de la Menoie, Dundé, n'a jusqu'à ce jour vu que le début de ces travaux et rien d'autre. La concrétisation de ce projet risque d'être loin une réalité. Cette route qui va de Balazin pour Galim en passant par Bangan et Batsam représente au quotidien un véritable chemin de croix pour les usagers. Les pieds de grand-maman se cassent ici là chaque jour dedans, chaque jour, et ils nous promettent la route. On pouvait au moins mettre une petite buse pour qu'on traverse, ou peut-être même venir racler la route, mettre un peu de latérite, comme ça là, où on avance, où on recule. Avant la route n'était même pas comme ça, au plus tôt ils ont juste empiré la route. Il y a un grand village. C'est fort. Vous voyez de Bangan, vous d'Abangan, au moins des kilomètres avant que tu arrives parce que la route est mauvaise. Ça c'est quoi? Avant on payait 1000 francs, maintenant là, il faut qu'on paye 2000 avant d'arriver là-bas. Et on ne s'en sort même pas. Tu achètes les amortisseurs, ça ne peut même pas faire 2 mois. Ça se gâte. Même nous, quand tu travailles jusqu'à tu arrives à la maison, tu n'arrives même pas à dormir. Pont coupé par endroits, bourbiers géants et le mauvais état de la chaussée constituent le calvaire des milliers de Camerounais qui empruntent cet axe routier. Les transporteurs, face à cette triste réalité, n'ont souvent d'autre choix que de rebrousser chemin pour se rabattre via d'autres routes plus distantes et donc créant un énorme manque à gagner pour ces derniers. Ça fait la boue, comme tu vois là. Si tu es rentré, ça va foncer. Je préfère que me retourner, puisque si j'entre là-bas avec le chargement, si je ne peux pas sortir. La rue est impraticable. Parce que nous, on vient ici, on achète, on paye les pics, on n'arrive même plus à arriver ici et transporter. C'est un manque à gagner, c'est un manque. Un état de choses qui constitue un frein à l'économie locale, car c'est couler les produits agricoles issus des zones rurales vers les centres urbains est loin d'être une partie de plaisir. Ça fait plus d'un mois.
Et il me faut c'est l'État qui m'empêche de porter ça. Aller vendre et réacheter encore l'autre. Donc je paie et les mamans paient aussi. Vous continuez de traverser les rouges dans les petits roues là, dans les buissons. Les hommes de soi se cassent, ils ne veulent plus travailler. Des faits suffisamment qui suscitent la colère des populations de cette contrée qui sont aujourd'hui aux abois. S'interrogeant sur les délais de ce marché passé depuis 2014 pour une durée de 42 mois, comme l'atteste ce document du ministère compétent, mais qui reste jusqu'à cette date l'ombre de lui-même. Les routes de désenclavement des bassins agricoles de l'Ouest, je pense à l'axe Bacham-Bangang-Bo sont depuis la pluviométrie abondante dégradée jusqu'à terme. Nous avons, dans le cadre du Kochideba, saisi le maire de Bacham afin qu'il intercède auprès de la société ESER. Ces populations soupçonnent d'ailleurs une sorte de détournement de ce projet car des indiscrétions auraient fait savoir que cette route principale est en passe d'être une bretelle au profit d'un autre axe, cette fois-là moins distant, aussi en attente de construction dans cette contrée géographique. Des populations qui ne désespèrent pas et appellent les autorités en charge des marchés publics à se pencher sur la question, à s'en sortir le bassin agricole de la région du Soleil couchant de cette auberge. Que les pouvoirs publics pensent au bitumage du tronçon Bangang-Zingdong à le fait de permettre aux populations dont la production des pommes de terre à grande échelle est irréfutable afin de booster l'économie. Et nous refermons notre série consacrée aux infrastructures routières en évoquant la reconstruction du pont sur le fleuve Dimbamba. La nécessité se fait de plus en plus ressentir face à la densité du trafic. Il pourrait connaître un engorgement compliqué avec des travaux sur la pénétrante Est, la capitale économique Douala. Le reportage de Cédric Chouna et de Jean-Paul Chouniat. Ouvert à la circulation publique voilà 36 ans. Le pont sur le fleuve Dibamba peine à contenir le trafic des véhicules aux heures de pointe à la sortie est de la ville de Douala. Les voitures ont tendance à vouloir toujours se bousculer, se cogner. Pendant que certains veulent sortir, d'autres veulent aller, veulent traverser. On ne sait pas qui va passer en premier. Personne ne veut laisser l'autre passer en première position. Du coup, tout est confondu. Et une fois les travaux de bitumage de la pénétrante est achevés, la congestion des véhicules rendrait quasi impossible la fluidité du trafic à la traversée de la Dibamba dans les deux sens. Et c'est bien le ministre des Travaux publics qui dessine le scénario. On a 3 fois 2 voies qui deviennent moins d'une fois au niveau du pont. Le pont va être reconstruit pour éviter cette sorte d'effet entonnoir que nous aurons là-bas. Vu la gravité du problème et l'urgence de l'heure, Emmanuel Ganou-Djoumessi a lâché l'idée d'un pont, encore en gestation dans la paperasse de son département ministériel. Nous avions vraiment besoin de ce pont-là pour pouvoir désengorger déjà le premier pont qui est déjà là, étant donné qu'il est déjà petit par rapport au nombre de véhicules que nous roulons dessus. Si l'info lâchée sur la reconstruction du pont sur la Dibamba sonne comme une vérité d'évangile pour certains, pour d'autres, garder le doute de Saint Thomas d'Aquin est recommandable. Vous savez, au Cameroun, on a envie d'essayer d'être comme les Thomas, voir avant de croire. On nous a tellement bernés au point où vraiment, si on ne voit pas les travailleurs à pied d'œuvre, si on ne voit pas tout le monde sur le terrain pour la réalisation, on ne va jamais croire. Second pont sans voie de contournement, cela n'aura rien à faire, puisque si le second pont aide juste à traverser, comment est-ce qu'on fait devant une fois qu'on a traversé? Surtout qu'on côtoie la route avec les camions de marchandises qui vont et viennent, stationnant un peu de partout. Ce qui fait qu'il faudrait trouver un moyen vraiment de désengorger cet axe-là. Construit en 1984, puis rallongé en 1990, le pont sur le fleuve Dibamba, long de 448 mètres et seulement large de 10 mètres et demi, sera à rude épreuve. Dès le 15 décembre prochain, date de livraison de la pénétrante Est, en chantier pour le moment. Et nul doute que la pression de l'intensité du trafic et des embouteillages mettront aussi à rude épreuve les nerfs des automobilistes dès début janvier 2021, avec l'arrivée des délégations étrangères participant à la phase finale du CHAN 2021 qu'abritera en partie la ville de Douala.
Et je vous le disais en titre, la toile s'enflamme depuis quelques jours après le mouvement lancé par certains artistes pour appeler à la fin de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Des voix s'élèvent pour appeler au boycott du projet, accusant les initiateurs de suivisme au regard de la forte mobilisation des artistes nigérians positionnés en faveur du peuple pour faire revendiquer le droit. Or, d'aucuns estiment que c'est un moyen pour pousser les deux parties en conflit à ouvrir finalement un dialogue inclusif. Des réactions captées sur les réseaux sociaux par notre reporter Gladys Sidi. Point levé, le hashtag #AnglophoneCrisis prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. On compte de milliers de tweets et de partages. Lancés par des artistes camerounais, ils font front commun pour demander la fin de la guerre dans le Nozo. Sur leurs différents comptes Facebook et Twitter, ils sont nombreux à suivre le mouvement. Ils se recrutent tant dans les rangs de la nouvelle génération que de l'ancienne. Ils ont pour la plupart changé leurs photos de profil pour toucher le plus d'internautes possible et véhiculer leur message. Nous voulons la paix. Le silence rend coupable. Nous sommes tous concernés. Peut-on lire? Bendeka va plus loin en indiquant que plusieurs personnes se sont enrichies du fait de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Sauf que cette mobilisation des artistes camerounais sonne pour certains de leurs fans comme du suivisme. Après la forte mobilisation des artistes au Nigeria il y a peu pour demander la dissolution de la SARS, une unité de police spéciale accusée d'exactions sur les populations. Les artistes nigérians ont eu gain de cause puisque le président Muhammadu Buhari a demandé la dissolution de la SARS. Accusés de suivisme, les Camerounais se défendent et sortent les archives. Elles datent de 2016, 2017, 2018 et 2019, comme pour dire qu'ils se sont toujours mobilisés pour cette cause. Les fans ne sont pas les seuls à ne pas croire à la sincérité de ce mouvement puisque les artistes eux-mêmes sont divisés sur le sujet. Deux camps se sont formés. À côté des initiateurs du hashtag #AnglophoneCrisis, il y a ceux qui estiment qu'il est hors de question pour eux d'être porte-étendard d'un pareil mouvement dans un pays où les artistes sont chosifiés et où ils sont abandonnés à leur propre sort dans des conditions précaires. Combien d'icônes à l'article de la mort ont été obligés de mendier afin de bénéficier des soins de santé, s'interrogent les artistes, qui font savoir qu'il est temps que cela change. Du reste, le mouvement continue d'être suivi par plusieurs personnalités. Samuel Eto'o-Fils a d'ailleurs apporté son soutien et caresse Fotso de conclure que les divergences d'opinion doivent converger vers l'amélioration du quotidien des Camerounais. Et dans le chaudron de la crise anglophone, des centaines d'élèves n'ont toujours pas mis le pied à l'école 4 ans après le déclenchement du conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en 2016. De nombreux parents, fuyant les affrontements et même des représailles, ont choisi de laisser leurs enfants à la maison à Limbé. Illustration au village Mabeta à Limbé, dans la région du sud-ouest, où le sous-préfet vient de lancer une opération de sensibilisation des parents pour un retour des enfants à l'école. Le reportage de Nadine Guanfo, Julien Berthe-Bissaï. Au village Mabeta, dans la région du sud-ouest, des centaines d'élèves n'ont plus mis les pieds à l'école depuis le déclenchement du conflit armé en 2016. Pour cette rentrée 2020-2021, le sous-préfet de Limbé 3 va à la pêche des élèves, 3 semaines après le début des cours. Que font les enfants à la maison? Pourtant, vous avez demandé tout le nécessaire et l'État a donné. Bâtiments, enseignants et sécurité. À certains parents qui brandissent le manque de moyens financiers pour l'achat des fournitures, uniformes et frais de scolarité, Madame le sous-préfet leur demande une seule chose, d'envoyer les enfants à l'école. Vous évoquez le manque de frais de scolarité, les uniformes pour les enfants. Envoyez-les à l'école, personne ne les chassera. À Mabeta, comme dans plusieurs localités de la région du sud-ouest,
Des milliers de parents ne sont pas prêts à envoyer leurs enfants à l'école. Un avenir gâché pour toute une génération. Et dans ce journal, évoquons à présent la colère des commerçants du marché de Yupwe ici à Douala. Ils ont initié un mouvement d'humeur pour contester l'élection du président, l'accusant donc de n'avoir pas respecté la procédure, un argument rejeté par le régisseur de ce marché. Le reportage de Sif Eboulé, Isabelle Carole Zopet. Au marché Yupwe à Douala, des vendeurs de poissons fumés sont en colère. Ils rejettent le président élu de ce marché, Mbati Victor, seul candidat qui était en liste. Si je ne vote pas, c'est parce que je ne m'attendais pas à cette élection. Nous avons coutume d'organiser les élections ici avant tout ce qu'ils sont en train de faire là. Et la façon dont nous les organisions, les candidats se présentaient. Les commerçants participaient massivement et celui qui a eu majoritairement plus de voix emportait sans problème. Ils disent n'avoir été informés que la veille de l'élection et de ce fait accusent le régisseur de cet espace marchand d'avoir tout manigancé. Ce qui a été énervant personnellement pour moi, hier, le pasteur est venu servir ses appareils. Le régisseur en a profité. Au marché, il crie à l'eau pendant qu'il y avait des bruits. Et il y aura élection demain. Élection de quoi? On vote qui? Ces commerçants dénoncent l'incapacité des gestionnaires du marché Yupwe à assainir cet environnement et honorer le règlement des factures d'électricité et bien d'autres charges. Ils revendiquent de se prendre en charge eux-mêmes. Qu'on nous laisse continuer comme nous nous gérons, parce qu'il fut un moment où nous avions confié notre gestion, mais on a été déçus. On a été déçus. À un moment donné, les gardiens n'étaient plus payés. Ils ont démissionné. À un moment donné, il n'y avait pas de lumière et on avait des factures vraiment trop élevées, puisque dans cette expérience, nous l'avons vécue. Nous n'aimerons plus qu'elle revienne. Le régisseur du marché Yupwe, qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro, nie en bloc toutes ces accusations et indique que tous les commerçants ont été informés de la tenue de l'élection. C'est donc une affaire à suivre. Et du côté du marché central, dans le 2e arrondissement, une situation quasi similaire s'est produite donc il y a quelques jours et finalement les résultats de l'élection du président du marché donc sont connus et c'est Flaubert Cuichet donc qui va donc présider donc au destiné de l'espace marchand. Dans le reste de l'actualité, la mangrove de Bolando dans l'arrondissement de Mwanko perd de plus en plus sa densité à cause de la forte exploitation de ses richesses par les populations. La situation inquiète les acteurs soucieux de la préservation des écosystèmes, donc à l'origine d'une rencontre de sensibilisation à Mwanko. Le reportage d'Eko Kalobé et de Sylvestre Hippolyte Zangao. La richesse et la diversité de la mangrove de Mwanko, associée aux autres mangroves du pays, donne au Cameroun le statut de point focal en Afrique dans la gestion communautaire durable et conservatoire des écosystèmes des mangroves. Toutefois, ce statut est affaibli par la forte dégradation de cette richesse naturelle. À Bolondo, dans l'arrondissement de Mwanko, département de la Sanaga maritime, une opération de reboisement des mangroves est en initiation. La mangrove, c'est pour renforcer le lien entre la reproduction halieutique et cet écosystème. C'est-à-dire que c'est le lieu où la faune marine et même aquatique se retrouve pour se reproduire. L'évocation de la mangrove est intimement liée à la préservation de la vie, pour au moins deux raisons. La première, c'est que la mangrove nous protège des intempéries dans le contexte actuel de changement climatique, avec leur corollaire de réchauffement, avec la fonte des glaciers et l'élévation du niveau de la mer. Par ailleurs, la mangrove est au centre de la préservation de la biodiversité.
de l'écosystème, et surtout de l'écosystème marin, parce qu'il est indéniable, il est de notoriété publique que la mangrove représente le site par excellence de reproduction des espèces marines. Les populations qui vivent au milieu de cet écosystème y tirent leurs principales ressources, notamment en coupant du bois ou en pêchant, des activités qui font face à la rigueur des lois régulant la préservation des mangroves. Je dois faire comment? Je ne peux pas couper les mangroves, même les arbres qui sont en brousse. Pardon, je vous demande seulement des excuses, parce qu'il y a beaucoup d'arbres en brousse. Ce ne sont pas seulement les mangroves que je peux couper et mettre dans ma maison. Si je n'ai pas la permission, vous me dites. Les pêcheurs de Bolondo souffrent tellement. Je parle en tant que propriétaire du bureau. À tout moment, la commune est là. À tout moment, les impôts sont là. À tout moment, tout le monde est devant nous pour demander. Le gain communautaire, on n'arrive pas à payer parce qu'on n'arrive pas à pêcher. Pour le bien de tous, selon ces termes, le sous-préfet de l'arrondissement de Mwanko associe les populations de Bolondo dans cette initiative. La population locale, avec l'activité principale qui est la pêche, depuis des années est en train de détruire l'écosystème. Nous avons jugé nécessaire d'engager ce processus qui implique la population locale pour veiller à ce que le reboisement soit fait par la population eux-mêmes et cela va les amener à mieux protéger, à veiller à ce que les gens ne viennent pas d'ailleurs pour détruire cet environnement. Selon des chiffres des organisations non gouvernementales spécialisées dans les questions environnementales, entre 2010 et 2020, le Cameroun a perdu plus de 10% de ses mangroves. L'actualité hors de nos frontières à présent et nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire pour retrouver nos envoyés spéciaux à une semaine du scrutin présidentiel. La Côte d'Ivoire est sur le qui-vive entre ceux qui prônent le boycott de l'opposition et ceux qui s'activent à la réélection d'Alassane Ouattara. Nos envoyés spéciaux présentent les enjeux. Emmanuel Diop et Cédric Noufeli. Bonsoir, nous sommes sur les terres des éléphants de Côte d'Ivoire, en plein cœur d'une bataille féroce politique et décisive dans la vie nationale de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dans l'arène politique, des ténors ne lâchent pas prise. D'un côté, Henri Konan Bédié, ancien chef d'État, candidat du Parti pour la démocratie en Côte d'Ivoire, qui rêve d'être porté à nouveau à la tête de la magistrature suprême, en coalition avec Pascal Affi-N'Guessan, candidat du Rassemblement démocratique africain. Ils ont tous les deux porté l'estocade contre leur ennemi politique commun, à savoir Alassane Dramane Ouattara, entre les critiques virulentes sur le processus électoral en cours, les dénonciations d'exclusion de certains leaders politiques ivoiriens en exil et l'absence, disent-ils, de consensus sur la cohésion sociale et l'unité nationale. Ils ont décidé de battre campagne contre l'élection présidentielle, une élection qu'ils jugent illégale et anticonstitutionnelle. Cependant, dans le camp du rassemblement des oufouettistes, l'on balaie d'un revers de la main ces arguments politiques. L'on est plutôt en train de ratisser large en faveur d'Ado, le président sortant, candidat à sa propre succession. Ces images sont les plus présentes ici, en plein cœur d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, candidat du RHDP, a même sorti un clip vidéo devenu viral sur les réseaux sociaux. Dans ce clip, il se présente comme un footballeur qui distribue la parole à ses lieutenants, lesquels lieutenants sont appelés à pouvoir montrer à la jeunesse ivoirienne qu'il est l'homme de la situation, qu'il représente le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Il a d'ailleurs exhorté ses lieutenants à aller présenter un bilan reluisant de 9 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. À une semaine de l'élection présidentielle, les différents candidats affûtent leurs armes pour convaincre les indécis ici en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, envoyés spéciaux, Cédric Noufeli et Carlos Minoué pour Equinox Télévision. Merci à vous, Cédric Noufeli et Carlos Minoué, avec qui nous allons vivre cet temps fort de la présidentielle en Côte d'Ivoire. À présent, ce communiqué qui nous parvient à l'instant, à l'invitation de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, son Excellence Paul Biya a donc quitté Yaoundé ce jour en fin de matinée avec son épouse, Mme Chantal Biya, pour prendre part à la conférence
international organisé à Brazzaville le 24 octobre à l'occasion des 60 ans des indépendances des pays africains francophones et des 80 ans de la participation des troupes africaines à la libération de la France en 1940. À l'occasion de ce voyage, la suite officielle du chef de l'État est composée des personnalités ci-après. Le jeune Bella Bella, ministre des Relations extérieures, Samuel Vondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, et Mengot Victor Aré Congo, ministre chargé de la mission à la présidence de la République, Alamine Ousmane May, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Manaouda Malachi, ministre de la santé publique, et le contre-amiral Joseph Fouda, conseiller spécial à la présidence de la République, et Simon Bikele, chef du protocole d'État. C'est donc signé du ministre directeur du cabinet civil Samuel Vondo Ayolo. Vive émotion ce soir à la base aérienne de Douala. La dépouille du bâtonnier Charles Tchakounte Patié est arrivée ce soir via l'aéroport de Douala en provenance de Havre en France. Après un bref recueillement rendu par le bâtonnier par intérim et quelques autorités judiciaires, les membres de la famille, le cortège funèbre ont ensuite donc pris la direction de la base aérienne, dont reçue par les avocats massivement mobilisés pour la circonstance. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Retrouvez sur le plateau d'Equinox Soir Serge Alain Autou pour le débrief du journal. Serge Alain. Voilà, deux titres pour Equinox Soir, deuxième partie, Nadine Yambou. On va revenir sur cette guerre entre les artistes camerounais, qui en a qui demandent la fin de la guerre dans le Nozo, et aussi cette visite du président en République du Congo. Voilà. Nadine Yambou, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Et bon week-end. Merci. Rendez-vous vendredi 20h. Voilà, madame.